Bienvenue à la deuxième des trois vidéos de la série sur le rôle du trésorier de conseil d'administration. Je m'appelle Steven. Cette vidéo et cette série ont été préparées par l'Unité de développement communautaire du gouvernement de l'Alberta. L'objectif de cette série de vidéos consiste à présenter le rôle de trésorier au sein d'un organisme sans but lucratif. Dans le cadre de cette série, nous examinerons les responsabilités du trésorier de conseil d'administration, les diverses façons dont il contribue au conseil d'administration, la façon dont il exerce ses fonctions au sein d'organismes sans but lucratif de petite et de grande taille, et comment il peut mieux accomplir son rôle en tant que trésorier. Certains d'entre vous ne sont peut-être pas membres d'un conseil d'administration, ce qui est tout à fait correct. Mais nous tenons à vous informer que les renseignements et les concepts présentés dans cette série de vidéos représentent la perspective d'un membre de conseil d'administration et ne constituent qu'une introduction. Cette vidéo porte sur les renseignements que vous devriez connaître si vous occupez le rôle de trésorier de conseil d'administration pour la première fois ou si vous cherchez un perfectionnement en la matière. Veuillez prendre note que les renseignements présents dans ces enregistrements vidéo et les documents connexes ne sont pas destinés à constituer un avis juridique, à interpréter des concepts juridiques, à servir de consultation ou tout autre service professionnel. Nous ne voulons que vous transmettre des renseignements qui, à notre avis, vous seront utiles alors que vous vous orientez dans les opérations de votre organisme. Nous ne sommes pas des avocats, des comptables agréés ou tout autre professionnel des finances. Par conséquent, pour les questions et situations propres à votre organisme qui se rapportent à la matière présentée, vous devrez peut-être obtenir des conseils auprès d'un professionnel du domaine concerné. Nous disposons également d'une trousse d'outils comportant des liens vers d'autres ressources que vous pourriez trouver utiles et qui se rapportent au rôle de trésorier de conseil d'administration. Nous avons aussi élaboré un glossaire que vous pouvez consulter pendant les vidéos. Le glossaire et la trousse d'outils se trouvent tous deux dans la description des vidéos YouTube, de même que dans les cours en ligne du Centre d'apprentissage pour les organismes sans but lucratif de l'Alberta, l'Alberta Non-Profit Learning Center. À la fin de cette deuxième vidéo de la série sur le rôle du trésorier de conseil d'administration, vous pourrez décrire le rôle du trésorier en matière de procédure financière et de production des rapports financiers. Alors, commençons. Dans la première vidéo de cette série, nous avons défini les responsabilités financières du conseil d'administration et du trésorier et examiné les différences du rôle de trésorier dans les organismes sans but lucratif de plus grande taille par rapport aux organismes de plus petite taille. Nous avons également examiné la première fonction du trésorier qui consiste à gérer et à surveiller les opérations financières de l'organisme. Dans cette deuxième vidéo de la série, nous allons discuter de la deuxième fonction du trésorier qui consiste à garantir l'établissement de procédures financières et de production de rapports financiers adéquats. Le fait d'avoir des procédures et politiques financières écrites solides et pertinentes est un élément important d'un système de gestion financière robuste. L'établissement de procédures financières et de production de rapports financiers adéquats aide à plusieurs choses au sein de l'organisme. Elles servent d'abord à mettre en place le système financier et les contrôles internes de l'organisme. Elles aident à assurer la conformité avec les normes réglementaires. Elles aident à l'établissement des mécanismes qui préviennent la fraude et le vol. Elles aident à s'assurer de la clarté ainsi qu'à préciser les rôles et responsabilités de diverses personnes au sein de l'organisme et elles donnent lieu à des renseignements financiers plus exacts sur l'organisme. Cela aide le conseil d'administration à disposer d'une base fiable pour la prise de décision et la planification. Cela est très important.
La fonction qui consiste à garantir l'établissement de procédures financières et de production de rapports financiers adéquats comporte 4 sous-catégories. S'assurer de la mise en place de procédures et politiques financières adéquates ou de leur élaboration, ainsi que de la mise en œuvre de ces politiques et procédures. Cette fonction comprend également la conservation des documents de renseignement financier de l'organisme. Elle comprend la préparation des rapports financiers de l'organisme. Finalement, cette fonction assure la réalisation adéquate d'audits et la production des déclarations de revenus. Examinons plus en détail chacun de ces éléments. La première sous-catégorie de l'établissement de procédures financières et de production de rapports financiers adéquats consiste à s'assurer de l'élaboration et de la mise en œuvre de procédures et politiques financières. Les procédures et politiques financières que vous élaborez pour votre organisme devraient être conçues en vue de protéger les actifs de l'organisme. Par exemple, protéger votre organisme sans but lucratif contre la fraude et le vol, et veiller au dépôt en garde de l'argent ainsi qu'à la rapidité des services bancaires. Elle devra également assurer la conservation des enregistrements exacts des activités financières de l'organisme. Elle devrait offrir un cadre pour la prise de décision financière de l'organisme. Elle devrait établir des normes d'exploitation et des attentes en matière de comportement. Elle devrait servir de ressource de formation pour le personnel et les bénévoles. Elle devrait assurer la conformité avec toutes les exigences juridiques et en matière de rapport, notamment les règlements sur les impôts, tels que la TPS, les cotisations sociales, s'il y a du personnel rémunéré, etc. Donc, en tant que trésorier et afin d'assurer la protection de l'organisme, vous voulez vous assurer de la mise en place de procédures et politiques financières adéquates au sein de l'organisme ou de leur élaboration. Pour ce faire, vous devez disposer de procédures et politiques financières qui accomplissent certaines choses. La première est d'exercer des contrôles sur les dépenses. Par exemple, qui peut autoriser des dépenses, les limites maximales des dépenses avant de devoir obtenir une approbation, qui peut signer des chèques ou autoriser des opérations bancaires en ligne au sein de l'organisme, la répartition des fonctions, etc. Deuxièmement, vous voulez que les procédures et politiques financières servent de contrôle sur la production de revenus. Cela comprend les moyens appropriés et inappropriés de collecter des fonds. Par exemple, le fait d'avoir des discussions sur la manière de collecter des fonds et si ces moyens correspondent ou non à la vision, à la mission, aux valeurs et autres de l'organisme sans but lucratif. Le dernier élément porte sur les systèmes qui veillent à assurer la sécurité des processus et renseignements bancaires en ligne, ainsi que de l'argent comptant. Par exemple, cela s'effectue par des politiques qui assurent le fonctionnement cohérent et efficace du traitement et de l'approbation des factures, l'approbation de la préparation de la paie, les achats et l'approvisionnement, et autres éléments semblables. La mise en œuvre de procédures et politiques financières aidera les trésoriers à établir un système financier robuste. Et l'une des caractéristiques les plus importantes du système financier d'un organisme consiste à disposer d'un environnement interne qui assure la reddition de comptes, ce qui comprend les comportements et les processus qui garantissent une bonne communication et la sécurité. Comme mentionné précédemment, une des composantes les plus importantes d'un système financier consiste à disposer d'un environnement interne qui assure la reddition de comptes. Pour créer un tel environnement, vous devez mettre en œuvre un système de contrôle interne. Vous vous demandez peut-être ce qu'est un système de contrôle interne.
En termes simples, il s'agit d'un système comportant divers types de contrôles qui aident à réduire au minimum les erreurs et la fraude au sein de l'organisme. Les trésoriers peuvent aider à l'élaboration, à la mise en œuvre, à l'évaluation et à la correction de contrôle interne du système financier de l'organisme. Examinons maintenant certains des éléments de système de contrôle interne. Le premier est une piste d'audit précise. Un audit examine chaque chiffre, c'est-à-dire tout le montant monétaire, et suit ce chiffre dans les documents comptables. Fondamentalement, les auditeurs font le suivi d'une opération à partir de son point d'origine et tout au long de son processus comptable. Les étapes de l'opération forment la piste d'audit. Lors de l'établissement d'un système financier, les trésoriers doivent mettre en œuvre des processus qui créent une piste d'audit satisfaisante. Ainsi, vous pouvez découvrir si des erreurs ont été commises ou si des détails supplémentaires sont requis pour vos processus comptables. Les employés fiables et compétents sont un autre élément. Les systèmes et les contrôles financiers ne sont aussi efficaces que les personnes qui les mettent en œuvre. Vous devez donc employer des bénévoles, des employés compétents, qualifiés et fiables pour occuper les postes financiers importants. La répartition des fonctions est un autre élément. Elle veille à ce que l'exécution des processus financiers critiques soit répartie entre au moins 2 personnes différentes. Une autorisation appropriée assure que les personnes qui exercent les fonctions financières détiennent le pouvoir à cet effet. Les procédures adéquates veillent à ce que les procédures financières soient définies, cohérentes et raisonnables. Les mesures de sécurité matérielle représentent le dernier élément. Elles veillent à ce que les renseignements financiers cruciaux, par exemple numéro de compte, chèque, carte de crédit, etc., soient en lieu sûr où seul le personnel autorisé peut y accéder. Maintenant que nous avons discuté des principaux éléments de contrôle interne, passons en revue certains des exemples. Le premier est le fait de disposer de 2 autorisations pour approuver les opérations financières. Cette procédure vise à assurer que plus d'une personne traite les opérations financières. Cela aide également à relever les erreurs de traitement et les activités frauduleuses possibles. Si vous utilisez des chèques en papier, vous pouvez exiger 2 signatures sur les chèques. Si votre organisme effectue ses opérations bancaires en ligne, vous devrez considérer qui est autorisé d'émettre des transferts électroniques, entre autres. Il y a diverses façons possibles d'attribuer l'autorisation des opérations financières en ligne à plus d'une personne. Assurez-vous de parler à votre banque pour obtenir des conseils. Le deuxième consiste à conserver les factures avec les paiements correspondants, chèques, carte de crédit, transfert électronique. Cela permet de s'assurer que le paiement effectué correspond au montant de la facture ou du paiement et que le paiement est effectué selon les conditions indiquées sur la facture. Un autre contrôle important est la répartition des fonctions. Cela permet de s'assurer que les processus financiers critiques sont répartis entre au moins 2 personnes différentes. Cela sert 2 objectifs fondamentaux. 1. Assure une surveillance et un examen pour déceler les erreurs. Et 2. Aide à prévenir la fraude ou le vol, car au moins 2 personnes sont impliquées, ce qui fait en sorte qu'il est plus difficile de dissimuler une transaction. Le quatrième exemple de contrôle interne consiste à préparer un budget annuel. Le budget fixe le plan de l'organisme en chiffres et assure sa correspondance avec les priorités établies par le conseil d'administration.
Le cinquième consiste à comparer les résultats prévus aux résultats réels. Veillez à ce que le budget soit représenté dans les états financiers. Quelles sont les différences? Et pour quelles raisons ces différences se sont-elles produites? Ces différences pourraient être positives ou négatives. Cependant, il est important que vous en connaissiez la raison. Un autre exemple de contrôle consiste à s'assurer de la réalisation des rapprochements bancaires. Vous devez vous assurer que les opérations enregistrées par l'organisme sont les mêmes que les opérations qui sont passées par la banque. Si c'est le cas, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, pourquoi pas? Les relevés bancaires devraient être envoyés au teneur de livre. Cela permet de s'assurer que le teneur de livre et la banque disposent des mêmes renseignements sur les opérations de l'organisme. Et cela réduit le risque d'erreur et de fraude. Un autre exemple de contrôle est l'examen annuel et la liste de vérification correspondante. Cela garantit que l'organisme est au courant du type d'examen annuel qui aura lieu et de ce qui doit être accompli pour le préparer, l'exécuter, l'évaluer et réagir en fonction de ses résultats. L'adoption d'une attitude de scepticisme sain est un autre contrôle important. Cela consiste à poser des questions pour recueillir des preuves sur ce qui semble se produire. Ne présumez pas de l'exactitude d'un élément si vous ne le comprenez pas ou s'il n'est pas explicitement précisé. Un autre exemple est la rotation des fonctions. Cela permet de s'assurer que toutes les fonctions sont exécutées par différentes personnes à différents moments. Cela accroît également la connaissance des bénévoles et des employés de tous les processus et aide à réduire le risque d'erreur et de fraude. Et le dernier est la description des postes de trésorier, du comité des finances, du comité d'audit et de directeur général. Les descriptions de postes permettent d'assurer que les personnes qui occupent ces postes et celles qui les supervisent et les évaluent ont la même compréhension du niveau de pouvoir et des responsabilités de ces postes. Un dernier point que je tiens à souligner est de vous rappeler qu'un environnement interne qui assure la reddition de comptes comprend à la fois les comportements et les processus favorisant une bonne communication et la sécurité. Je mets à nouveau l'accent sur le mot comportement, car pour qu'un système soit sain, la culture de votre conseil d'administration doit comprendre l'intégrité, la volonté, la capacité d'écouter et la propension à poser des questions. Ces comportements sont très importants pour rendre vos processus et systèmes efficaces et sûrs. La prochaine sous-catégorie de cette fonction du trésorier consiste à conserver les documents des renseignements financiers de l'organisme. Les renseignements financiers s'entendent des registres comptables utilisés dans la préparation des états financiers et des documents pertinents pour les examens financiers et les audits de l'organisme. Voici des exemples de ces registres comptables. Actifs et passifs, opérations monétaires, journal général, grand livre, état financier. Tous les documents justificatifs, comme la correspondance, les relevés bancaires, les additions, les factures, les reçus, les documents d'assurance et les documents similaires. Selon le type de registre, il est important que les documents financiers indiquent la date, le numéro de reçu, le bénéficiaire, le payeur, l'objet, le compte et le montant. Et il est important d'organiser les documents de façon à y accéder facilement. La conservation de ces documents est l'une des tâches du trésorier. Selon la taille de l'organisme,
il est possible que les trésoriers accomplissent tout ce travail eux-mêmes ou qu'ils le supervisent et s'assurent de son accomplissement par d'autres personnes au sein de l'organisme. Le point important à souligner ici est que le trésorier est responsable de s'assurer à la mise en place d'un système approprié de conservation des documents qui contiennent des renseignements financiers de l'organisme et de surveiller la tenue de documents de l'organisme. Il est également important de mettre à jour le système et de s'assurer qu'il correspond aux besoins de l'organisme. Vous devez vous assurer d'examiner et d'évaluer votre système et, au besoin, de le modifier ou de le mettre à jour au fil de l'évolution de l'organisme. La troisième sous-catégorie de cette fonction du trésorier consiste à préparer les rapports et les états financiers de l'organisme. Les déclarations et les rapports les plus courants au sein de l'organisme sont le budget, les états financiers et les rapports sur les écarts budgétaires. Les conseils d'administration devraient les examiner régulièrement. Ces documents, de même que le plan stratégique de l'organisme, devraient normalement servir de base à la prise de décision financière pour tous les organismes. Je vais vous expliquer très brièvement la nature de ces documents, mais si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à regarder notre série de vidéos sur les responsabilités financières et à consulter les exemples de ces documents dans la trousse d'outils. Voici un aperçu. Les budgets sont les projections du conseil d'administration pour l'organisme. Les états financiers montrent ce qui s'est réellement produit au sein de l'organisme à un moment donné. Et les plus courants sont les bilans, les états des résultats et les états des flux de trésorerie. Le dernier est le rapport sur les écarts budgétaires, qui montre la différence entre le budget et les états financiers. En termes simples, la différence entre les prédictions de l'organisme sur ce qui se produirait et ce qui s'est réellement produit. Maintenant, quel est le rôle du trésorier en ce qui concerne ces documents? En matière de budget, d'état financier et de rapport sur les écarts, le rôle principal du trésorier consiste à s'assurer que ces documents sont disponibles et mis à jour pour le conseil d'administration. Selon la taille de l'organisme, le trésorier devrait préparer lui-même les états financiers ou s'assurer de leur préparation par d'autres personnes de l'organisme. Lorsque ces rapports sont prêts, le trésorier devrait les envoyer au conseil d'administration à l'avance de sa réunion pour que les membres du conseil aient suffisamment de temps pour les examiner et se présenter à la réunion en étant préparés. Les trésoriers devraient s'assurer de savoir ce qui se trouve dans les documents financiers. Ils devraient être en mesure de bien les expliquer au conseil d'administration et de répondre aux questions des membres du conseil d'administration. Il est important que le trésorier soit au courant de l'origine des chiffres afin de pouvoir répondre aux questions possibles des membres du conseil d'administration. Rappelez-vous de l'importance de préparer ces états financiers en temps opportun et qu'ils soient fiables et cohérents. Il est également important qu'ils soient comparables, c'est-à-dire que vous pouvez facilement comparer les états financiers de diverses périodes. Et enfin, il est très important que ces états financiers soient facilement compris par les membres du conseil d'administration. Et la dernière sous-catégorie de cette fonction du trésorier consiste à assurer la réalisation adéquate d'audits et la production des déclarations de revenus. Je vais tout d'abord expliquer la partie sur l'audit, puis je parlerai de la production des déclarations de revenus. La loi sur les sociétés de l'Alberta, Alberta Societies Act, exige des organismes sans but lucratif qu'ils représentent des états financiers audités, de même que leur déclaration annuelle auprès du registre des sociétés de l'Alberta.
la Alberta Corporate Registry. De plus, les états financiers audités doivent être présentés aux membres de la société chaque année lors de son Assemblée générale annuelle, l'AGA. Le trésorier d'un organisme ne devrait pas effectuer l'audit annuel de l'organisme. Habituellement, si l'organisme est de grande taille, il embauchera un auditeur externe. Cependant, si l'organisme est petit et constitué en société en vertu de la loi sur les sociétés de l'Alberta, il peut demander à 2 membres de l'organisme d'effectuer l'audit. Cela peut vous sembler inhabituel, mais ce règlement s'explique par le coût élevé de l'embauche d'auditeurs externes. Cette disposition de la loi sur les sociétés vise donc à aider les organismes sans but lucratif de plus petite taille à se conformer au règlement s'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour embaucher un auditeur externe. Toutefois, compte non tenu de la personne qui effectue l'audit, le travail du trésorier en la matière consiste à assurer la liaison avec les auditeurs internes ou externes pour assurer la réalisation de l'audit. Les trésoriers doivent également assurer le suivi de toutes les irrégularités financières des comptes et comprendre la raison de ces irrégularités. Rappelez-vous que le trésorier doit s'assurer de la réalisation de l'audit et que les états financiers audités sont présentés au registre des sociétés de l'Alberta. Dans le cadre d'un audit, le rôle du trésorier consiste à fournir les renseignements et les documents exacts à l'auditeur pour la réalisation de ses activités d'audit, peu importe qui l'effectue. Fournir également les documents dont l'auditeur a besoin ou qu'il demande en temps opportun. Cela est important, car cela témoigne aussi de la transparence de l'organisme dans le cadre de ses activités financières. Le trésorier doit également s'assurer que l'organisme sans but lucratif se conforme aux règles et aux règlements de l'Agence de revenus du Canada, l'ARC. Par exemple, si l'organisme a des employés, le trésorier assure le versement de la rémunération aux employés et des taxes de vente, en plus de tout formulaire supplémentaire exigé par l'Agence de revenus du Canada. Le trésorier est responsable de la production des déclarations de revenus de la société pour l'Agence de revenus du Canada. Veuillez vous rappeler que les organismes sans but lucratif constitués en société en vertu de la loi sur les sociétés ne paient pas d'impôts. Selon leur situation particulière, ils pourraient devoir remplir une déclaration de renseignement ou d'autres formulaires de l'Agence du revenu du Canada. Communiquez directement avec l'Agence du revenu du Canada pour obtenir des renseignements sur les exigences propres à votre organisme sans but lucratif. N'oubliez pas qu'il pourrait aussi y avoir des lois et règlements provinciaux portant sur la collecte de fonds, notamment la loi sur les collectes de fonds à des fins de bienfaisance de l'Alberta, la Charitable Fundraising Act, ou des règles relatives aux investissements. Bon nombre des questions en matière de déclaration de revenus sont souvent complexes. Alors, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour comprendre les règles et assurer la mise en conformité de votre organisme à cet effet. Cela signifie que vous devrez peut-être passer du temps avec un teneur de livre ou un comptable pour obtenir des précisions sur certaines de ces questions. Vous ne pouvez pas tout savoir et c'est correct. Cependant, vous devez faire preuve de diligence raisonnable pour comprendre ces questions et obtenir de l'aide aux besoins afin d'être en mesure d'effectuer ces tâches correctement. Procédons à un bref résumé des sujets abordés dans cette vidéo avant de passer à la prochaine. Nous avons déterminé le rôle et l'importance d'avoir des procédures et politiques financières adéquates par écrit. Nous avons passé en revue les éléments de système de contrôle interne et avons examiné certains exemples.
Nous avons relevé les divers types de documents comptables utilisés dans le cadre de la préparation d'états financiers, ainsi que les documents pertinents pour les audits et les examens financiers. Nous avons examiné l'importance d'un système adéquat de conservation des documents et des renseignements financiers de l'organisme. Nous avons déterminé l'importance et les types d'états financiers et de rapports, notamment le budget, les états financiers et le rapport sur les écarts budgétaires. Nous avons discuté du processus d'audit et de l'importance de la production des déclarations de revenus. Dans la prochaine vidéo, nous examinerons le rôle du trésorier qui consiste à fournir des avis au conseil d'administration sur la stratégie financière et les risques et ce que cela implique. Nous examinerons également le rôle de trésorier au sein de l'équipe de direction du conseil d'administration, ainsi que les moyens d'appuyer le trésorier dans votre organisme sans but lucratif. Nous voici à la fin de la deuxième vidéo de la série sur le rôle du trésorier de conseil d'administration. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nos coordonnées se trouvent sur la diapositive et dans la trousse d'outils également. Si vous êtes en Alberta et avez une question, avez besoin de plus amples renseignements ou souhaitez présenter une demande pour nos services, vous pouvez communiquer avec nous par courriel ou téléphone. En dernier lieu, si vous voulez être avisé de nos ressources et services futurs, vous pouvez ajouter votre adresse de courriel à notre formulaire d'inscription et vous recevrez des mises à jour dès qu'elles sont disponibles. Le lien vers le formulaire d'inscription se trouve également dans la description de la vidéo. Je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais que nos communautés ont beaucoup plus grâce à tout ce que vous faites. Merci et nous vous verrons à l'occasion de la prochaine vidéo.